voyage, comme j'ai dit, dans le monde du brevet d'invention, ce que j'appelle le 4P. Alors le premier P, c'est par rapport au mot patent, c'est brevet d'invention en anglais, et c'est pour rappeler un peu la genèse d'un système. Lorsque, au XVIIe siècle, la couronne anglaise a commencé à octroyer une sorte de privilège aux inventeurs, appelés autrefois les tres patentes ou lettres ouvertes. Ce privilège prenait la forme d'un droit exclusif d'exploitation et avait pour objectif principal d'inciter les inventeurs à divulguer leurs inventions. Faute de quoi, beaucoup d'inventions restaient dans le sceau du secret et étaient enterrées avec leurs inventeurs par crainte qu'ils soient copiés ou volés. Et donc depuis, le brevet d'invention est certes un instrument juridique de protection des inventions, mais aussi un outil de politique publique pour la promotion de l'innovation et le transfert de technologie, et encore un véritable levier du progrès technique et par conséquent du développement économique et social. Et ces dimensions ont été consacrées à l'échelle internationale puisque l'accord sur les ATPIC, les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui est le cadre multilatéral le plus global et le plus structurant en matière de protection et d'application des droits de propriété intellectuelle, le rappelle dans son article 7 consacré aux objectifs, et on voit bien ces aspects liés à la protection des inventions d'un côté, à la promotion de l'innovation de l'autre, et aussi au bien-être social et économique qui est induit en quelque sorte par le progrès technique. Donc, c'est quoi le brevet d'invention? Comment fonctionne-t-il? Et comment est-il un vrai stimulateur de l'innovation? Mais avant de répondre à ces questions, je vous propose d'en aborder une toute première, aussi fondamentale, qui est le pourquoi du système. Pourquoi a-t-on besoin de la propriété intellectuelle et des brevets d'invention? Et il faut dire que la réponse tient essentiellement à la nature même des idées et des inventions. On dit que les idées ont un caractère de bien public, dans le sens où ils sont d'abord inépuisables, c'est-à-dire qu'une fois produite, l'idée peut être consommée par tous sans que ça n'épuise la ressource. Ils sont également non exclusifs, dans le sens où, une fois produite, l'idée elle est à la disposition de tous. Et comme dit l'adage, les idées sont de libre parcours. Alors il y a une troisième caractéristique, mais cette fois-ci qui concerne un peu le processus de génération des idées, des inventions, qui se caractérise, lui, par le fait d'être fortement énergivore, budgétivore et chronophage. Et je vais l'illustrer par le parallèle suivant. Entre le processus de reproduction des grandes tortues marines et celui de l'innovation dans le domaine pharmaceutique. Alors il y a quelques années de ça, j'ai vu un documentaire sur ces tortues et sur un peu le périple périlleux qu'ils doivent endurer pour se reproduire et préserver l'espèce. Et donc, à titre d'exemple, la femelle doit parcourir de grandes distances pour atteindre la plage et pondre ses œufs, lesquels ils sont laissés à leur sort entre aléas de la nature et prédateurs. Donc, résultat, sur 10 000 œufs pondus, une seule tortue arrive à l'âge adulte. Parallèlement, j'ai assisté dernièrement à une réunion à l'OMPI de Genève où le numéro 1 de la propriété intellectuelle du grand laboratoire pharmaceutique Novartis rappelait à quel point le processus d'innovation de R&D était laborieux, contraignant, coûteux, et que pour sortir un nouveau médicament, il fallait avoir testé plus de 10 000 molécules, et que parmi ces médicaments qui sont commercialisés, seuls 20% deviennent ou constituent, si vous voulez, un succès commercial. Donc, quelques enseignements que j'aimerais partager avec vous à travers ce parallèle, c'est que,
aussi bien pour ce processus, si vous voulez, naturel, biologique, de reproduction chez les tortues, que celui de l'innovation et de la R&D dans le domaine pharmaceutique. C'est des processus qui sont difficiles, contraignants, coûteux, parfois douloureux, mais il faut le dire, chaque réussite est vitale. Alors, deuxième enseignement, c'est que si pour la tortue se reproduire est une question de vie ou de mort, et donc par conséquent il le fait quel que soit l'effort et le sacrifice, pour nous humains, la R&D, l'innovation, est loin d'être un luxe, c'est une nécessité. Et troisième point, c'est si la tortue dispose un peu de cette carapace qui permet de la protéger et en quelque sorte de préserver l'espèce, la R&D et l'innovation ont disposé de la sienne, de sa propre carapace de protection qui n'est autre que la propriété intellectuelle et le brevet d'invention. Ça, c'est la partie un peu raison d'être. Maintenant, c'est quoi le pourquoi? On a parlé du pourquoi, c'est quoi justement le brevet d'invention? Alors, le brevet d'invention, c'est un titre de propriété industrielle qui est délivré à l'inventeur ou à ses ayants droit. Par exemple, son employeur. On parle d'un droit exclusif d'exploitation, on parle d'un droit négatif, c'est plutôt un droit d'interdire qu'un droit de faire. On parle d'un droit fort, qu'on assimile à un monopole d'exploitation. Mais ce monopole d'exploitation n'est pas absolu. Il est sujet à un certain nombre de limitations. La première limitation est une limitation géographique. Et on parle de la caractéristique de territorialité du droit de brevet. C'est-à-dire que chaque État est souverain par rapport à la question de délivrer ou pas un brevet sur son territoire. Et il n'y a pas quelque chose qui s'appelle un brevet mondial. Il n'y a pas de brevet mondial qui, par le biais d'une seule procédure, devant un seul office, on a un droit de propriété dont les effets s'étendent au monde entier. Ça n'existe pas, du moins pour le moment. Ce qui existe, c'est plutôt des brevets dits nationaux ou parfois régionaux. La deuxième limitation, c'est une limitation temporelle. Et donc, on parle d'une durée de protection par brevet qui est maximale généralement de 20 ans, à condition de s'acquitter de ce qu'on appelle les droits de maintien en vigueur. C'est-à-dire que chaque année, il faut que le déposant maintienne en vigueur son brevet en payant ce qu'on appelle une annuité annuelle. Troisième limitation, c'est par rapport à l'objet de l'invention tel que revendiqué sur la demande de brevet. On a l'habitude d'assimiler le brevet à un contrat social entre inventeur d'un côté et société de l'autre côté. Et donc, dans chaque contrat, comme il y a des droits, il y a des obligations. Et donc, si le breveté a ce droit exclusif, il est en contrepartie tenu de divulguer l'objet de son invention dans sa demande de brevet, laquelle est publiée par les offices de brevet. Et donc, c'est cette dualité un peu dans la construction, dans la définition du système, qui fait du brevet d'invention un vrai accélérateur du progrès technologique qui s'appuie sur deux leviers, mais vraiment moteurs et puissants, que sont le droit exclusif d'un côté, synonyme de privilège, synonyme de récompense, et qui permet un peu d'inciter les inventeurs à persévérer dans l'acte inventif. Le deuxième levier, qui n'est pas du moindre, qui est la divulgation, l'obligation de divulguer l'invention, synonyme de partage, synonyme d'enrichissement de l'état de la technique, et qui permet de nourrir, si vous voulez, l'innovation. Alors, le système des brevets d'invention au Maroc, alors il est régi par la loi 1797 qui est entrée en vigueur en 2004 et qui a été amendée à 2 reprises en 2006 et en 2014. Donc on parle d'une loi moderne, au diapason des meilleurs standards internationaux. La procédure d'examen est une procédure d'examen dite compte fond, c'est-à-dire que l'office fait un examen substantiel dont l'élément central est ce qu'on appelle un rapport de recherche avec opinion sur la brevetabilité qui est établi par les examinateurs de l'OMPIC.
dont l'objectif est justement d'examiner le mérite de l'inventeur à avoir un brevet par l'examen notamment de ce qu'on appelle les critères de brevetabilité, la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Voilà. Après quelques, si vous voulez, spécificités du droit de brevet qui se rapportent aux inventions, sujet du congrès, ressources microbiennes. Premier point, c'est par rapport à la suffisance de la divulgation. C'est une exigence, si vous voulez, ou une condition sine qua non du droit. On ne peut pas avoir un brevet si on n'a pas divulgué suffisamment son invention. Selon cette exigence, l'inventeur doit divulguer d'une façon suffisamment claire et complète son invention pour qu'un nombre d'inutiles puisse l'exécuter, puisse la reproduire. Alors si ceci est vrai pour pratiquement toutes les inventions, il ne l'est pas pour les inventions qui portent sur les micro-organismes, où la simple description littérale n'est pas suffisante pour reproduire l'invention, ce qui est une exigence importante. Et donc, en plus de l'exigence de décrire littéralement, il y a une autre exigence qui vient supplémenter, c'est le dépôt du micro-organisme en question dans une autorité de dépôt internationale, sur un traité international qu'on appelle le traité de Budapest. Et alors là, on a justement un exemple d'une demande de brevet qui a été déposée à l'international, qui a été déposée par le CNRST déjà, avec d'autres co-déposants. Et là, sur la description, c'est un extrait de description, on voit bien mentionner que la souche Bacillus aereus a été déposée aussi bien dans le CCNM, mais également dans la collection belge, le PCC. Voilà. J'aimerais rappeler quand même que le Maroc est membre de ce traité depuis 2011 et je pense que le Maroc est le seul pays dans la région Afrique et MENA à abriter une autorité de dépôt internationale. Il y en a au monde maintenant 53 au total. Alors, deuxième point, c'est par rapport à ce qu'on peut breveter les ressources microbiennes, justement. Selon la loi marocaine, la nature n'est pas brevetable, mais ce qu'on en fait avec peut l'être. Ainsi, l'article, par exemple, 24 de la loi 1797 exclut de la brevetabilité tout ce qui est variété végétale, race animale, mais aussi tout ce qui est procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux ou d'animaux. Mais exclut de l'exclusion tout ce qui est procédé microbiologique et produits obtenus par ces procédés qui sont brevetables. L'article 25 également ajoute des éléments brevetables que sont tout ce qui est matière biologique isolée de la variété végétale ou de la race animale ou produite à l'aide d'un procédé technique. Donc, si la matière biologique telle qu'il existe dans la nature n'est pas brevetable, si on arrive à l'isoler, à la caractériser, mais surtout à l'utiliser pour résoudre un problème technique, à ce moment-là, on bascule du non brevetable au brevetable. Troisième point, c'est le traité de l'empire de la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés. Ça, c'est un traité qui a été très important, en fait, qui a été adopté en 2024 après plus de 20 ans de discussions et de négociations, et dont l'objectif principal est de favoriser l'efficacité, la transparence et la qualité du système des brevets en ce qui concerne les ressources génétiques, les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, par le biais de trois, si vous voulez, mécanismes. Je ne vois pas le troisième là. Le premier, c'est l'exigence de divulgation de les demandes de brevets, c'est-à-dire que chaque demandeur de brevet dont l'invention utilise des ressources génétiques ou un savoir traditionnel doit le mentionner dans sa demande de brevet, aussi bien les détails sur les ressources génétiques, mais également l'origine. Deuxième, c'est les sanctions et mesures correctives en cas de non-respect, de non-conformité à la première exigence de divulgation. Et troisième cas, c'est par rapport au système d'information, justement, c'est-à-dire la mise, merci beaucoup, les systèmes d'information, c'est-à-dire la mise en place d'une base de données internationale qui répertorie toutes les ressources génétiques
et les savoirs traditionnels associés pour qu'ils soient utilisés par les examinateurs dans leur travail d'examen et de recherche dans l'état de la technique. Pour ne pas donner des brevets sur une ressource génétique qui a été décrite bien avant, ou un savoir traditionnel qui a été décrit bien avant. Il y a une deuxième partie de la présentation, mais je pense que j'ai épuisé mes 15 minutes. Donc, merci de votre attention et on développera dans la partie échange.